Nous avons l'honneur d'accueillir Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, secrétaire général du comité de soutien international de Boualem-Sansal, Xavier Driancourt, diplomate, ancien ambassadeur de France en Algérie, Ghilas Aynouch, dessinateur de presse, Saïd Sadi, médecin psychiatre, auteur et ancien député d'Alger, et bien sûr Noël Lenoir, présidente du comité de soutien international de Boualem-Sansal. Je vous demande de les accueillir. Ils sont accompagnés de notre animatrice pour ce soir, Noémie Alioua, qui est journaliste et essayiste. Où vous voulez. Où vous voulez. Asseyez-vous. Où ça vous dit? Alors, il n'y aura pas un micro pour tout le monde, donc n'hésitez pas à vous les passer. Vous passerez les micros. Bonsoir à tous. Merci de tout cœur d'être présents ce soir pour cette soirée de soutien à Boualem-Sansal. Merci à la mairie de nous accueillir ici ce soir dans ce palais des congrès. Merci aussi à la revue politique et parlementaire pour son engagement au quotidien depuis des mois. Autour de moi ce soir, pour évoquer le sort de Boualem-Sansal, 4 spécialistes. Mais avant de leur donner la parole et avant de les présenter, nous avons ce soir un mot du maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masculier, qui n'a pas pu être présent avec nous ce soir, mais qui tenait malgré tout à nous adresser un message. Écoutons-le. Chers amis, j'aurais vivement souhaité être présent avec vous, parmi vous, pour cette soirée exceptionnelle, mais je réponds actuellement à une autre invitation, celle de la Croix-Rouge et du Consistoire, en me rendant à Tel Aviv. C'est l'occasion de réaffirmer un soutien indéfectible à nos amis d'Israël et de réaffirmer notre présence à côté de la communauté juive, si durement éprouvée depuis le 7 octobre, notamment en France, avec la montée de l'antisémitisme de la France insoumise. Ici, Boualem-Sansal paye tout simplement sa détermination à penser librement dans un pays qui est une dictature. L'emprisonnement arbitraire de Boualem-Sansal par le régime algérien est une offense. Son crime, aux yeux d'Alger, être un intellectuel, un écrivain, un Français, un homme libre. Et c'est précisément pour cela qu'il est de notre devoir de faire entendre sa voix. Aux côtés de Noël Lenoir, présidente du comité de soutien international de Boualem-Sansal, de Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, de Saïd Sadi, d'Arnaud Benedetti, notre rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, il est exigé la libération immédiate de Boualem-Sansal. Reconnaissons à cette occasion que Boualem-Sansal est également une victime collatérale de notre politique de soumission mémorielle au régime d'Alger, qui profite de notre faiblesse, de notre lâcheté, pour faire oublier ses contestations intérieures. Au cours de ces dernières décennies, la France n'a eu de cesse de multiplier les concessions inutiles, les génuflexions historiques et les reculs stratégiques, laissant à Alger le soin de dicter les termes d'une relation déséquilibrée, humiliante, qui est symbolisée par une convention de 1968 totalement désuète. En effet, comment ne pas élargir aussi notre regard sur la situation dramatique des relations entre la France et l'Algérie? Personne n'ignore que depuis plusieurs mois, l'escalade est constante. L'Algérie refusant même de reprendre ses ressortissants sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire français, nous laissant sur les bras des individus indésirables, dangereux pour l'ordre public. Chaque recul est une faiblesse supplémentaire, perçue comme une victoire par ce pouvoir archaïque, dépassé, largement corrompu. Aujourd'hui, il est évident que notre complaisance a été une erreur, qu'elle est une erreur, et qu'il est temps de la réparer. Au-delà de la politique, nous devons surtout dire, avec force et détermination, Boualem-Sansal est français, âgé et malade. Son incarcération n'est pas seulement une violation des droits de l'homme, c'est une offense à toutes nos valeurs, les plus fondamentales, dont celle de la dignité humaine. Nos dirigeants, qui ont souvent pour ambition de donner des leçons au monde entier, notamment aux États-Unis, à la Russie, doivent maintenant montrer leur capacité à se faire respecter. Se faire respecter en prenant des mesures claires et immédiates. De ce fait, Boualem-Sansal est devenu un symbole qui aura finalement le sens que notre courage ou notre lâcheté, notre puissance ou notre impuissance lui donneront. Alors mes chers amis, ce soir, par votre présence, vous envoyez un message fort. Nous ne laisserons pas tomber Boualem-Sansal. Merci. Vous avez bien entendu que Monsieur le maire soutient Boualem-Sansal. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les élus. Il a ce courage, en tout cas ce soir, d'organiser cette soirée. Et bien sûr, on l'en remercie.
Alors autour de moi, comme je l'ai expliqué, 4 spécialistes. Monsieur Driancourt, bien sûr, beaucoup vous connaissent, notamment pour vos tribunes dans le Figaro, mais surtout pour votre sens de la diplomatie. Vous êtes diplomate, ambassadeur, vous avez été longtemps ambassadeur de France en Algérie, de 2008 à 2012, et de 2017 à 2020. Vous êtes par ailleurs un fin connaisseur des relations franco-algériennes. Rila Aynouch. Bonjour, vous êtes caricaturiste, dessinateur de presse. Vous avez été, vous, condamné à 30 ans de prison en Algérie pour des dessins sur le président Tebboune. Et vous êtes aujourd'hui réfugié en France. Monsieur Sadi, bonjour. Vous êtes, vous, député d'Alger. Vous êtes ancien président du Rassemblement. Vous avez été député d'Alger. Vous avez été aussi président du Rassemblement pour la culture et la démocratie. Et vous êtes par ailleurs fondateur de la Ligue algérienne des droits de l'homme et vous avez fait, vous, 2 ans de prison pour votre engagement. On voit qu'il y a des personnes très très courageuses avec nous ce soir. Et Noël Lenoir, bien entendu, vous avez été président du Conseil constitutionnel et vous avez été membre du Conseil constitutionnel et on peut vous voir régulièrement et lire vos tribunes, surtout dans le Figaro. Vous avez été juriste également. Nous avons 4 spécialistes de ces questions ce soir. Peut-être je vais me tourner vers vous, Monsieur Aynouch, parce que vous n'allez pas rester très longtemps avec nous sur l'estrade. Dans quelques minutes, vous allez rejoindre la régie pour nous faire l'honneur de commenter en dessin cette soirée. Peut-être nous expliquer un petit peu le contexte. Vous avez dû, vous, quitter votre pays pour avoir contesté le régime algérien. Pourquoi le régime algérien a si peur des caricatures que vous faites et que d'autres font? Et comment, aujourd'hui, le dessin peut aider à faire libérer Boualem Sansal? Merci. Bonjour à toutes et à tous. En fait, le régime algérien, il n'a pas peur seulement de dessins de presse. Aujourd'hui, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, depuis fin 2019, mois de décembre 2019, on a constaté une régression de la liberté d'expression en Algérie. Et aujourd'hui, il n'y a pas que moi, malheureusement, je ne suis pas un cas isolé. Il y a aujourd'hui, d'après certains de mes amis proches de certains dossiers de la Ligue des droits de l'homme, etc., ce qu'ils ont recensé entre les arrestations et les emprisonnements, il y a plus de 30 000 en Algérie. Actuellement, dans les géos du régime algérien, entre 1000 et qui se trouvent en prison, il y a certaines personnes qui ont été emprisonnées, mais tout simplement pour un simple commentaire sur les réseaux sociaux, pour un simple partage. Moi, par exemple, en 2022, le numéro 2 de l'APS en Algérie, Agence Presse Service, c'est l'équivalent de l'AFP en France, il a partagé mon dessin dans un groupe WhatsApp, il a mis un j'aime à mon dessin sur la page Facebook. Ils l'ont emprisonné, avant même ma condamnation. C'est là que j'ai compris que bientôt ce serait mon tour. Et le 30 novembre 2020, j'ai été condamné à 30 ans de prison ferme. Et comme j'ai continué à faire des dessins sur les réseaux sociaux et différents médias, et j'ai eu l'année passée 20 ans supplémentaires, toujours pour des dessins. Et le même jour des nouvelles pour les 20 ans supplémentaires, on m'a raconté que durant l'audience, il y avait aussi l'ancien conseiller de président Abdelaziz Bouteflika, que lui aussi a été condamné. Son seul tort, c'est d'avoir envoyé mon dessin sur WhatsApp, sur Messenger, pour dire à quel point c'est ridicule, c'est déraisonnable. On a affaire, d'abord, c'est un régime illégitime. Je me rappelle, le 12 décembre 2019, j'étais en Algérie, j'étais en Kabylie, à Béjaïa. Il y a eu 0 vote. Personne n'a voté sur Tebboune. Et récemment, il y a eu, avec la politique de la terreur, de la répression, il y a eu 0,1 pour son 2e mandat. Et comme c'était un régime illégitime, donc il joue énormément sur le nationalisme. C'est son fonds de commerce.
pour masquer, combler ce manque de légitimité. Et comme Boualem Sansal, qui est comme moi par exemple, je n'ai pas de couleur politique ou un mouvement, c'est-à-dire je me dis toujours que je suis un libre penseur, un électron libre, et cela dérange, c'est-à-dire ce que reflète aujourd'hui Boualem Sansal, c'est un libre penseur, c'est un écrivain, et surtout c'est un francophone. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le régime actuel, il veut carrément supprimer le français. Parce que c'est cette langue. Moi, quand j'ai commencé, par exemple, les caricatures, quand j'étais au collège, etc., j'ai été inspiré par Coluche. J'ai aimé son franc-parler, c'est quelqu'un qui a libéré la parole. J'ai été attiré par les dessinateurs de Charlie Hebdo, avec qui j'ai fini par travailler avant les attentats, le mois de mars 2014. Et on lisait des livres en français, que ce soit des médias en France, à l'époque, le Canard enchaîné, Charlie Hebdo, et tous les médias qui arrivent en Algérie. Moi, j'ai l'avantage d'avoir un cousin, le libraire, donc je lisais tous les médias et tout ce qui arrive, que ce soit en France, des livres ou autres, gratuitement. Donc, parmi les avantages que j'avais, c'était ça. Et aujourd'hui, je vois que le régime s'attaque à Boualem Sansal, et il s'attaque aussi aux Français, aux francophones. Parce que la majorité des opposants que je connaisse en Algérie, c'est des francophones. Vous voulez dire qu'à travers vous, le régime s'attaque à la fois à la France et aux artistes? Parce que le français aussi, c'est un moyen d'expression, et c'est grâce au français, moi par exemple, que j'ai découvert c'est quoi la démocratie, la liberté d'expression, etc. Et lors de salons de livres en Algérie, je voyais les livres arabophones qui parlaient des thèmes. Ce n'étaient pas des livres sur la religion, des livres sur la cuisine, ou expliquer les rêves, ou des histoires de diables, des trucs complètement archaïques, dépassés. Et donc, cette soupape de la langue française, j'ai l'impression, c'est nouveau avec le régime Tebboune par rapport au clan de pouvoir, parce que le pouvoir, c'est des clans. Mais le clan actuel, c'est le pire clan depuis l'indépendance de l'Algérie. Enfin, d'après mon expérience, d'après ce que j'ai vécu. Après, Dr Saïd Saadi ici, il va vous parler davantage sur ça. Et là, on voit à l'écran s'afficher un dessin qui est l'un de vos dessins. Soirée de soutien à Boualem Sansal. On peut lire dans la petite bulle, entrée gratuite et sans visa. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer? Ça, c'est pas vraiment un dessin politique. Si je faisais ce genre de dessin en Algérie, je pense pas que je serais emprisonné. Les vrais dessins vont venir par la suite. D'accord, on les attend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers vous, Madame Lenoir, maintenant, parce que vous êtes à la tête du comité. Oui, tout à fait. Monsieur Haïnouch va nous laisser. Il va commenter en dessin toute la soirée. On aura la chance d'avoir ces dessins qui vont s'afficher juste derrière nous, tout au cours de la soirée. Il rejoint la régie, mais vous nous rejoignez à la fin. Hein. On vous attend notamment pour les questions du public. Merci beaucoup. Madame Lenoir, je me tourne vers vous parce que vous êtes aussi à la tête du comité international de soutien à Boualem Sansal, et vous menez des actions au niveau national, au niveau international, pour faire entendre la voix de Boualem Sansal. La question que j'avais envie de vous poser, c'est déjà quelles sont ces actions, mais surtout, auxquelles résistances vous vous confrontez, dit plus prosaïquement, qui vous met des bâtons dans les roues aujourd'hui dans les actions que vous menez pour défendre Boualem Sansal? Je vois Arnaud Benedetti qui s'esclave, on va en parler sans doute. Merci beaucoup Noémie, et bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je voudrais remercier chaleureusement le maire de Saint-Raphaël et Arnaud, qui a été aussi à l'origine de cette réunion, parce que je pense qu'elle a une valeur non seulement symbolique, mais je dirais politique,
au moment où notre pays est attaqué non seulement par l'Algérie, mais dans sa culture même, comme vient de le dire Gilas Aynouch à l'instant. Alors, le comité de soutien que j'ai accepté de présider est un comité de 1400 membres et uniquement des décideurs. Donc, évidemment, on pourrait, mais c'est un outil un tout petit peu que nous avons, c'est le choix que nous avons fait pour pouvoir finalement atteindre des responsables étrangers et des politiques français. 1400 membres, 20 nationalités, les 2 anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy et François Hollande, la moitié des anciens ministres, 150 sénateurs grâce à Gérard Larcher et à peu près le même nombre de députés. Alors on met de côté évidemment la gauche extrême et le Parti socialiste, je dirais, puisque c'est une réunion aussi informative, est un peu divisé sur cette question. On aurait aimé évidemment l'unanimité qui va de soi pour une cause comme celle-ci, c'est-à-dire un homme de 80 ans qui est un écrivain qui, pour ceux qui le connaissent, je sais qu'ici il est venu par 2 fois, et la bienveillance, la bonté et la douceur même, et qui se trouve l'otage, en réalité, de la prise de position de la diplomatie française et du président de la République française sur le Sahara occidental. Donc, il est vraiment une sorte de hochet que l'on tient à bout de bras pour humilier la France et pour nier la souveraineté française qui est tellement invoquée par les Algériens. Alors, le comité de soutien s'est constitué, j'ai à ma droite en réalité l'âme de ce comité, s'est constitué en très peu de jours, puisque la première réunion que nous avons tenue avec 1100 membres dans un théâtre à Paris a été organisée en 4 jours. Et on avait non seulement des intellectuels, mais aussi énormément de politiques. Alors, que fait-on? On a une double action. On a une action, celle d'un comité de soutien, qui est de maintenir en vie ce sujet, qui est la séquestration arbitraire d'un de nos écrivains, puisqu'il est franco-algérien, qui non seulement est un très grand écrivain, mais qui est francophone et qui est le meilleur promoteur de la culture française, la culture de la liberté, la culture de la critique voltairienne et aussi la culture de la langue, puisque son dernier ouvrage, qui est presque de nature à le faire condamner à perpétuité, s'appelle « Le français, parlons-en ». Et il explique que la langue française, selon lui, est la plus belle du monde et qu'elle incarne ce souhait de liberté avec toutes ses nuances et aussi toute la littérature française, qui est, pour la plupart des grands auteurs, une littérature de liberté et de droit à la critique. Donc, on maintient cela. Je dois dire positivement que pratiquement toute la presse française est derrière nous. Pratiquement. Alors, évidemment, les journaux vraiment extrême gauche sont un petit peu plus tièdes, mais néanmoins, l'ensemble de la presse, et ça t'est dû très largement Arnaud, est derrière nous. Deuxièmement, du point de vue politique, on a mobilisé les parlements. Alors, le Parlement, le Sénat, puisque Gérard Larcher a animé une réunion de prise de carte, quoi. C'était presque un enrôlement, puisqu'il a mobilisé la moitié du Sénat pour adhérer au comité de soutien. Et il a fait une réunion, et je ne peux pas exprimer publiquement ce qu'il fait pour le comité de soutien, mais il agit, c'est un peu ce qu'on appelle la diplomatie discrète, à très haut niveau, pour essayer de trouver une voie. Deuxièmement, à l'Assemblée nationale, M. Gabriel Attal a proposé une résolution qui n'avait peut-être pas tout à fait les faveurs, disons, en très haut lieu, mais néanmoins, il a tenu à sa résolution, une résolution très simple, dont le rapporteur est Constance Le Grip, députée Ensemble pour la République, ancienne LR et ancienne députée européenne, donc qui connaît parfaitement ces sujets. Une résolution au nom de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et qui propose évidemment que l'Europe soit très vigilante, puisqu'il y a un accord d'association qui privilégie énormément d'un point de vue économique l'Algérie, qui est en voie de renégociation. Donc, en indiquant qu'il n'est pas question de renégocier au profit des Algériens s'ils maintiennent Boualem Sansal en prison et s'ils continuent à
enfreindre, je dirais, quotidiennement les droits fondamentaux, puisque dans tous les accords européens, vous avez un article de conditionnalité. C'est-à-dire que ces accords sont, c'est rarement respecté, respectés par l'Union européenne si les droits fondamentaux dans le pays qui est le co-contractant de l'Europe respectent les droits fondamentaux. Donc cette résolution invite à beaucoup de prudence sur la renégociation de cet accord d'association, mais surtout indique que Boualem Sansal doit avoir un avocat et l'avocat français de son choix, qui lui est totalement dénié, et qu'également une mission médicale européenne devrait le visiter pour constater quelle est sa situation du point de vue médical, puisqu'il a un cancer et qu'il a 80 ans, et qu'on n'imagine pas que la prison soit vraiment un centre de soins. Déjà, les nôtres ne le sont pas, donc en Algérie, elles ne doivent pas l'être non plus. Cette résolution a été adoptée avec l'abstention de l'extrême gauche et du groupe socialiste, ce qui nous a étonnés, par la Commission des affaires étrangères, mais elle est bloquée pour être discutée en séance publique et nos efforts portent sur ce point. Et enfin, nous avons obtenu une résolution au Parlement européen grâce à François-Xavier Bellamy, député français du PPE, du Parti populaire européen, c'est-à-dire LR. Et cette résolution est presque plus ferme que la résolution de l'Assemblée nationale. Alors, vous m'avez conduit à faire un peu de délation et je la fais volontiers. C'est vrai que nous avons été confrontés à beaucoup de lâcheté, mais ça, c'est une réaction tout à fait ordinaire, puisque l'humanité est ainsi faite. Ça ne nous a pas étonnés, mais aussi à des blocages. Alors, il y a beaucoup de lâcheté. On a fait saisir par une centaine de médecins, Médecins sans frontières et Médecins du monde, pour qu'ils puissent déléguer un certain nombre des médecins en Algérie pour aller visiter Boualem Sansal. Et on s'est heurté à un refus ferme de la part de ces deux organisations qui se prétendent humanitaires. Puis nous avons également, c'est pas nous, mais un des membres de l'Académie française, il y a eu un membre éminent, avait proposé, Jean-Christophe Ruffin, qui est un écrivain connu, un médecin d'ailleurs, à l'origine, de faire symboliquement de Boualem Sansal un académicien, ce qui, compte tenu de son œuvre, se justifierait parfaitement. Là encore, refus pour des motifs de non-interférence dans on ne sait quoi, puisqu'on est quand même en France et on n'est pas une colonie algérienne, enfin pas encore. On va le devenir bientôt, mais on ne l'est pas encore. Enfin, je plaisante, mais je trouve que ça traduit pas mal la situation actuelle. Ça fait partie des choses qui sont révoltantes. Comment vous expliquez ces lâchetés ? Comment vous expliquez que Boualem Sansal, qui est emprisonné depuis maintenant 126 jours, ne reçoit pas un soutien unanime ? Parce que, comme je l'indiquais, il est l'otage, en fait, des relations diplomatiques dégradées entre la France et l'Algérie. Et par conséquent, ça n'a rien à voir ni avec lui en tant qu'écrivain, ni avec lui en tant que franco-algérien, c'est-à-dire algérien. Et donc, tant que les Algériens semblent demander à la France de renoncer à sa position sur le Sahara occidental, qui est la position de la maroquinité du Sahara occidental, eh bien, il sera toujours détenu. Et par conséquent, il n'y a que la société civile et l'écho politique et médiatique de cette société civile qui peut jouer. Alors j'indique, et j'en termine là, que nous avons saisi Madame Kallas, qui est la haute représentante pour la politique étrangère et la sécurité. Quand j'étais ministre des Affaires européennes, le président Chirac a beaucoup insisté pour la création de ce poste. Et en réalité, nous venons de recevoir, et ça je tiens à le dire publiquement il y a 2 jours, une lettre absolument lunaire, où on nous explique que tant que la France ne demande pas la libération de Boualem Sansal, ce qui est vrai, n'a pas été officiellement le cas au niveau, en tous les cas, du président de la République, qui a tenu des propos plutôt apaisants sur la confiance et la clairvoyance, la confiance qu'il mettait en président Tebboune et la clairvoyance du président Tebboune pour faire libérer Boualem Sansal, mais il n'y a pas de position de fermeté en dehors du ministre de l'Intérieur. Et par conséquent, Madame Kallas, dans une lettre qui n'est même pas signée par elle-même mais par ses services, nous indique que tant que la France n'est pas plus ferme, eh ben, l'Europe ne peut faire rien. Et donc j'avais tendance à penser, étant très européenne, je suis toujours, mais pas l'Europe d'aujourd'hui, j'avais tendance à penser que l'Europe avait une existence politique, et je constate qu'elle ne l'a pas, au moins à l'occasion de ce dossier.
C'est honnête, c'est franc. Noël Lenoir est toujours très franche dans ses paroles et c'est vrai que ça fait plaisir. Arnaud Benedetti, je vais me tourner vers vous. On va essayer de prolonger ce que vient de dire Madame Lenoir, puisque vous êtes membre actif de ce comité de soutien à Boualem-Sansal. Vous travaillez beaucoup pour sa libération. On vous voit dans différents médias pour plaider sa cause. Noël Lenoir nous a expliqué qu'aujourd'hui, c'était la société civile qui pouvait littéralement agir pour essayer d'appeler à sa libération. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand on a envie d'agir? Qu'est-ce que les personnes qui sont dans la salle peuvent faire pour essayer d'aider Boualem-Sansal? D'abord les remercier, parce que la présence et la mobilisation massive est absolument essentielle pour continuer à faire vivre médiatiquement et politiquement l'enjeu Boualem-Sansal. Il faut vraiment se poser la question de savoir quel est cet enjeu. L'enjeu, c'est d'abord la libération d'un homme qui a 80 ans, qui est malade, qui est en prison parce que tout simplement, il a exercé sa liberté d'expression et sa liberté de création dans un pays dans lequel il se croyait libre, mais qui n'est pas un pays libre. Et il y a ici Gilles qui s'est exprimé tout à l'heure et Saïd qui vont s'exprimer et qui savent ce que c'est que vivre dans un pays qui n'est pas libre et qui ne permet pas finalement une libre expression. Donc ça, il faut le dire, c'est absolument essentiel. Ensuite, vous savez, nous, quand au niveau de la revue politique et parlementaire, on a décidé de se mobiliser, c'est-à-dire dès quasiment le 17 ou le 18 novembre, puisqu'on a appris assez rapidement son arrestation, avant d'ailleurs les autorités françaises. Je le rappelle, Boualem-Sansal est venu 2 fois ici. Il a fait, je crois, une de ses toutes dernières interventions publiques en France, à Saint-Raphaël, à la fin septembre. Il est membre de la revue politique et parlementaire. La revue politique et parlementaire est une vieille revue dreyfusarde. Une vieille revue dreyfusarde, elle ne pouvait pas ne pas être de ce combat pour la libération de Boualem-Sansal. Ça nous paraissait absolument essentiel. C'est, pardonnez-moi cette expression, je ne l'aime pas beaucoup, mais dans l'ADN de notre revue et dans le prolongement historique de tous nos combats. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs choses. Première chose, il faut se battre contre le temps. Parce que la réalité, c'est qu'on nous dit, oui, ça va être long. Et c'est vrai que depuis 4 mois, plus de 4 mois, c'est très long. Mais c'est encore plus long pour Boualem-Sansal. Boualem-Sansal, je le rappelle, est incarcéré. Boualem-Sansal fait des allers-retours entre l'hôpital et la prison et l'hôpital. Il est malade, il a 80 ans. Le temps de Boualem-Sansal est compté. Et il est vrai que quand on nous dit « ça va être long », on ne peut pas accepter que ça soit long. Et il faut le dire, même si on sait pertinemment toutes les difficultés qu'il y a à négocier une libération avec un pays qui, en effet, nie les droits fondamentaux. Il faut rappeler quand même une chose essentielle, c'est que Boualem-Sansal, depuis 4 mois, ne peut pas bénéficier de son avocat, puisque l'avocat français, Maître Zimré, n'a jamais pu disposer d'un visa pour pouvoir aller rencontrer Boualem-Sansal. Je rappelle que Boualem-Sansal, qui est franco-algérien et qui a le droit à la protection consulaire, cette protection consulaire n'est pas reconnue par les autorités algériennes qui refusent de répondre à ce besoin de protection consulaire. Donc on a vu que depuis 4 mois, la stratégie de prudence, de réserve, et qui était tout à fait compréhensible au début, qui a été exercée par les autorités françaises, n'a pas porté ses fruits. Ça, c'est un premier élément. Donc le faire savoir, le faire connaître et bien évidemment le dénoncer. C'est ce qu'on ne cesse de faire. Deuxième élément, c'est bien évidemment un comité de soutien, il doit se battre contre l'indifférence et la banalisation. On peut finalement s'habituer à ce que l'un des nôtres soit emprisonné pendant des mois, voire des années. On a connu ça par le passé. Et le comité de soutien, il est là justement pour faire vivre en permanence, de manière constante, dans un état de tension, j'allais dire quasi quotidien, le sujet Boualem-Sansal auprès des décideurs politiques. C'est ce qu'a expliqué Noël Lenoir. On l'a fait avec le Parlement européen. Je dois dire que nous avons été les premiers surpris de la rapidité avec laquelle le Parlement européen s'est saisi du dossier. On a bien évidemment fait le lobbying qu'il fallait, mais en moins de 3 semaines, le Parlement européen, ce qui est tout à fait exceptionnel, a inscrit à l'ordre du jour une proposition de résolution qui a été votée massivement, il faut le rappeler, par les parlementaires européens. Et j'en viens à ce sujet essentiel, c'est qu'il faut aussi être capable de sortir du face-à-face mortifère entre la France et l'Algérie en internationalisant, en européanisant ce dossier. Et c'est ce que nous nous astreignons de faire. C'est absolument capital parce qu'il faut montrer que Boualem-Sansal est le symbole d'un écrivain qui est un écrivain international, méditerranéen,
francophone qui parle à la terre entière. Il est traduit dans près de 37 ou 38 langues, ce qui est considérable. Ce n'est pas un petit écrivain, même si un petit écrivain doit être défendu quoi qu'il en soit, d'ailleurs pour sa liberté d'expression. C'est un écrivain majeur de la littérature internationale. Deuxième élément, se battre contre l'indifférence. Troisième élément, et on l'a dit, et ça a été répété, vous savez, l'une de nos faiblesses dans ce combat, c'est nos divisions. Et ceux qui, aujourd'hui, retiennent arbitrairement à Alger. Alors, autre point très important, il faut faire la différence entre le régime algérien et l'Algérie. Nous, ce que nous condamnons, c'est le régime algérien. L'Algérie, le peuple algérien n'est nullement responsable des foucades de ses dignitaires. Il faut véritablement faire ce distinguo, il est absolument essentiel, puisque le peuple algérien est lui-même victime du régime algérien, qui est un régime dictatorial, et il ne faut cesser de le dire. Mais il est très important aussi, nous, à l'intérieur de notre propre société, la société française, à l'intérieur de notre société civile, à l'intérieur de notre société politique, de nous battre contre nos propres divisions. Et clairement, on l'a vu, malgré tout, le fait qu'un certain nombre de parlementaires ne jugent pas utile de voter une proposition de résolution qui tombe sous le coup de l'évidence en matière de droits fondamentaux, c'est-à-dire la libération d'un écrivain qui est incarcéré parce qu'il a eu le malheur de déplaire au pouvoir de son pays, devrait finalement requérir l'unanimité. Eh bien, ça ne fait pas unanimité. Donc, il faut se battre et dénoncer les divisions. C'est ce que l'on fait aussi et ce qu'on ne cessera de faire. Et c'est absolument indispensable. Et le quatrième point, c'est qu'en effet, aujourd'hui, on est dans une situation, et je pense que Saïd et Xavier en parleront, qui est tout à fait, j'allais dire, nouvelle depuis jeudi, puisqu'on a vu quelque part une accélération, malgré tout, de la procédure judiciaire en Algérie. Nous avons une date qui est une date importante, c'est la date du 27 mars, puisque, en principe, le tribunal qui est chargé de juger Boualem Sansal va rendre son verdict le 27, et il est évident que jusqu'au 27, nous allons maintenir l'attention permanente pour cette mobilisation. Merci beaucoup Arnaud. Vous avez fait la transition, on arrive à la question diplomatique. Eh oui. Monsieur Driancourt, je me tourne vers vous parce que bien sûr vous êtes un fin connaisseur des relations franco-algériennes. Boualem Sansal, on a dit, il est en prison maintenant depuis 126 jours. La question qu'on a envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois au niveau diplomatique ? On le sait, Boualem Sansal est un citoyen français. Comment est-ce que vous expliquez cette condamnation à demi-mot, voire ce silence coupable des autorités françaises ? Je me souviens que lorsque le président de la République est venu à Alger, j'avais invité le président Macron avec Boualem Sansal et Kamel Daoud et quelques autres à déjeuner. Et Boualem Sansal avait dit au président de la République « Monsieur le Président, ne nous laissez pas tomber, nous, francophones, intellectuels, qui parlons, qui utilisons et qui écrivons en français ». Donc je crois qu'aujourd'hui, comme l'a dit le maire de Saint-Raphaël, c'est à nous de ne pas laisser tomber Boualem Sansal. Alors je réponds à votre question et je suis d'autant plus triste de voir que depuis le mois de novembre, depuis le 16 novembre où Boualem Sansal a été emprisonné, alors que nous avions dîné ensemble, lui et moi, la veille, que la France a été absente ou a été silencieuse. Il a fallu 3 semaines pour que Madame Dati, ministre de la Culture, déplore l'arrestation de Boualem Sansal. Le ministre des Affaires étrangères a fait part de ses doutes sur la volonté algérienne de travailler avec la France. Et puis jusqu'au moment où, en janvier, le président de la République a parlé du déshonneur du président algérien par l'arrestation de Boualem Sansal. Et avant-hier, il a rendu hommage à la clairvoyance du président Tebboune. Donc en tant que diplomate ou ancien diplomate, et en tant qu'ancien ambassadeur à Alger, évidemment, je suis quand même surpris par cette position française et ce silence de la France. Mais je suis surpris, mais en même temps, je ne suis pas surpris parce que dans le fond, c'est la position constante de la France depuis, j'allais dire, depuis 1962 vis-à-vis de l'Algérie. Les hommes politiques français vis-à-vis de l'Algérie font preuve d'une certaine procrastination, comme on dit, ou d'une certaine autocensure, ou en tout cas d'une certaine indifférence,
d'une certaine complaisance parfois. Et ça a été la constante depuis 1962. De Gaulle puis Pompidou voulaient se débarrasser du fardeau algérien et passer à autre chose. Ensuite, il y a eu la naïveté de François Mitterrand et la complaisance des gouvernements socialistes. Rappelons-nous la renégociation à la hausse sur le prix du gaz algérien en 1981. Ensuite, il y a eu la décennie noire algérienne, et là aussi, François Mitterrand a été assez ambigu vis-à-vis des islamistes algériens. Et puis après, on a eu la grande rupture qui a été la loi de 2005 avec l'amendement Van Est sur l'enseignement de la colonisation, qui a provoqué une véritable rupture, et en France et en Algérie. Et à partir de 2005, nous nous sommes trouvés enfermés, piégés, je dirais, dans les deux sujets qui n'intéressent que l'Algérie, qui intéressent l'Algérie, c'est-à-dire la politique mémorielle et les visas. Et nous avons fondé finalement toute notre diplomatie sur ces deux thèmes, politique mémorielle et visa. Alors je pense que le président de la République a eu raison de faire tous les gestes mémoriels qu'il a fait, mais je pense qu'on ne peut pas réduire une diplomatie, surtout vis-à-vis d'un grand pays comme l'Algérie, à la politique mémorielle. D'autant plus que le président de la République n'a eu en retour que des rebuffades ou des gifles de la part du régime algérien. Pourquoi ces rebuffades et ces gifles? Parce que, et Saïd Saadi le dira mieux que moi, mais parce que le régime algérien aujourd'hui, le régime de Tebboune, est bien pire, et c'est le pire des régimes que l'Algérie a connu depuis 1962. Et beaucoup d'Algériens, beaucoup d'amis algériens que j'ai me disent regretter la période Bouteflika, où il y avait des espaces de liberté, où il y avait certes une opposition et puis des élections un peu falsifiées, mais il y avait des espaces de liberté, il y avait des journaux, il y avait une presse, il y avait des caricaturistes qui pouvaient dessiner librement. Aujourd'hui, le moindre caricaturiste comme Gilles Aynouch est condamné à 30 ans de prison, 10 ans plus 20 ans, on lui a mis. La moindre personne qui publie sur les réseaux sociaux est condamnée également. Il n'y a jamais eu autant d'opposants dans les prisons algériennes. Et le pire, je dirais, c'est qu'il y a aujourd'hui une alliance tacite, implicite, entre les islamistes et l'armée algérienne, les deux ayant le même agenda, c'est-à-dire éliminer la France et éradiquer l'influence française et la culture française. Donc c'est pour ça qu'il faut se battre pour Boualem Sansal. Merci beaucoup. Monsieur Saïdi, est-ce que vous partagez le constat de Monsieur Driancourt? Est-ce qu'aujourd'hui, en Algérie, il y a le pire régime depuis 1962? Est-ce que la liberté s'est réduite sous ce régime? Et si oui, comment vous l'expliquez? Incontestablement, si on devait quantifier arithmétiquement le nombre d'opposants, il n'y a jamais eu autant d'opposants pour délits politiques ou d'opinion qu'aujourd'hui. Pour autant, malheureusement, mon pays a plutôt mal commencé sa jeune indépendance. Les assassinats politiques, ça existait sous Boumedienne. Les emprisonnements, ça existait avant Tebboune, et j'en sais quelque chose. Et la liberté d'expression n'a jamais été quelque chose qui a été spontanément concédé par les autorités, mais la démocratie, quand elle a survécu en Algérie, est toujours entrée par effraction. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est là? Je pense que c'est un problème d'histoire. Le pouvoir algérien n'a jamais pu assumer l'Algérie historique, réelle, avec sa consistance sociologique, son pluralisme culturel, sa réalité anthropologique. Et dès 1962, le régime algérien, le système politique algérien, parce que c'est plus qu'un régime, c'est plus qu'un pouvoir, a décidé de définir de manière très caricaturale, je ne vais pas être très long là-dessus, une nation abstraite, artificielle. C'est une nation arabo-islamique dont les institutions sont la reproduction dégradée tiers-mondiste du jacobinisme français. Lequel jacobinisme a été dopé par une forme de léninisme,
sans même la consistance marxiste, je ne porte pas de jugement de valeur, le tout étant saupoudré d'un islamisme qui n'a même pas le clergé iranien. Alors vous voyez un peu le triptyque avec lequel nous avons dû nous dépatouiller depuis 1962. Tout ça pour dire en deux mots, vous avez un État qui est un artifice qui évolue non pas en tant qu'instrument de développement d'une nation, mais en tant qu'outil de contrôle d'une société. C'est un État pervers, pour dire les choses très simplement. Évidemment, quand il y a une distorsion entre les institutions et la société aussi importante, il ne peut y avoir que des oppositions violentes, des malentendus, des drames, comme on en a connu jusqu'à présent. Alors, si je devais maintenant donner mon opinion personnelle sur le cas Boualem Sansal, qui est d'abord un ami de 30 ans. Donc je suis ici en tant qu'ami d'un écrivain qui est emprisonné et qui n'a pas rien à faire en prison. Deuxièmement, je suis ici en tant qu'Algérien qui essaye de restaurer ce qui peut l'être de la dignité de son pays qui est terriblement dégradé par cette affaire. Et c'est donc en tant qu'Algérien que vous allez devoir me supporter. Qu'est-ce qui est reproché à Boualem Sansal? D'avoir dit qu'avant la colonisation, l'ouest algérien, la partie occidentale de l'Algérie, était en fait dans une espèce de zone floue et qu'elle appartiendrait au Maroc. C'est factuellement faux. Je vous le dis tout de suite, je vais être assez cru, mais ce n'est pas une raison pour emprisonner un homme. Et s'il fallait maintenant emprisonner tous les Algériens qui ont commis des mensonges d'État depuis 1962, il y en aurait beaucoup, et qui sont autrement plus préjudiciables à mon pays qu'un dérapage d'un écrivain. Lorsque vous entrez aujourd'hui dans un édifice public, vous voyez la proclamation du 1er novembre 1954, l'appel à l'insurrection armée du 1er novembre 1954. Vous voyez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au-dessus, au nom de Dieu, et elle est écrite en arabe. J'ai la copie du document original. Elle est écrite en français et il n'y a aucune invocation divine. Donc vous voyez, quand même, il y a des mensonges et des falsifications qui sont autrement plus problématiques qu'une erreur commise sur le tracé des frontières il y a un siècle et demi de cela. Deuxième gros mensonge dramatique, c'est que 2 ans après l'insurrection du 1er novembre 1954, il y a eu le seul congrès que moi je revendique, qui soit tenu en Algérie, à la Soumam, en 1956. Et ce congrès dit, je cite, « La guerre de libération algérienne n'est pas une guerre de religion. » Août 1956, je vous demande bien d'entendre ça. La guerre d'indépendance n'est pas une guerre de religion. Il ne s'agit pas de restaurer une quelconque théocratie désormais révolue, mais d'instaurer un État démocratique et social. Nous en sommes loin, c'est le moins qu'on puisse dire. De ce congrès sont sorties toutes les structures qui ont permis à la lutte de libération algérienne de passer du stade de révolte à celui de révolution. Je vous dis tout ça très clairement, en sachant très bien qu'il y a beaucoup d'anciens pieds noirs dans cette salle. Mais je ne suis pas là, mais je ne suis pas du tout là, ni pour édulcorer l'histoire, ni pour flatter dans le sens du poil, ni les miens, ni les autres. Je suis là pour restaurer la dignité de mon pays, devant l'opinion internationale. Ce congrès, au jour d'aujourd'hui, est absolument néantisé. Celui qui l'a inspiré, qu'on appelle l'architecte de la révolution algérienne, n'a pas été tué par l'armée française. Il a été tué, assassiné par ses pairs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en 2025, il n'y a pas un document officiel algérien qui atteste de cette mort. Je pourrais continuer à n'en plus finir les mensonges d'État qui mériteraient à tout le moins un débat et pas du tout l'intérêt que semble soudainement avoir découvert le régime algérien pour embastiller mon ami Boualem. Alors pourquoi en réalité a-t-il été arrêté? Je pense que nous devons comprendre les choses pour mieux défendre les situations. On a beaucoup dit
que Boualem Sansal est l'otage de la dégradation des relations entre la France et l'Algérie dès lors que Paris a reconnu la marocanité du Sahara occidental. Ce n'est pas faux. Ça a joué. Mais il n'y a pas que ça. Boualem Sansal a été donné aussi en offrande par le pouvoir actuel au courant islamiste avec lequel il a dealé comme jamais. Après l'insurrection citoyenne de février 2019, le boulet du changement était passé très près. Et cette insurrection, j'étais là-bas, était une insurrection civique, moderne, rationnelle, démocratique, pacifique. Et c'est cette insurrection qui a conduit ceux qui sont arrivés immédiatement après au pouvoir à se protéger en offrant des pans entiers de la vie nationale algérienne au courant islamiste frères musulmans. Aujourd'hui, tout le secteur de la culture, la justice, l'information, l'éducation sont soumis au diktat islamiste. Et Boualem Sansal a été donné, encore une fois, en offrande à ce courant-là. La survie du régime actuel dépend du soutien ou du non-soutien qu'accorde ce courant à la présidence de la République. Vous voyez bien qu'en fait, Boualem est l'otage d'une double contrainte. Et il est important de le savoir parce que, de mon point de vue, ce ne sera pas dans les prétoires que va se décider le sort de Boualem. Je suis un client de la justice, j'en sais quelque chose. Ce n'est jamais là-bas que ça se passe. Pourquoi je dis ça? Je dis ça pour ne pas céder aux appels plus ou moins bien intentionnés qui disent pas de vague. Ne parlons pas de cette histoire. Ça va irriter les dirigeants algériens. Si vous vous taisez, peut-être que le bon sens prévaudra et que c'est le meilleur moyen de l'extraire de sa justice. C'est une lubie. Plus on parle de Boualem Sansal, plus on préserve d'abord les conditions de sa détention, parce qu'il faut parler de sa libération, évidemment. Mais il faut aussi veiller à ce que les conditions de sa détention ne provoquent pas l'irréparable, en tout cas une aggravation de son état de santé qui est déjà bien précaire. Donc, que des gens essayent d'actionner leurs relations personnelles, souterraines, grand bien leur face, mais de ce que je fais, pour avoir été arrêté moi-même à 5 reprises, je n'ai souvent dû ma libération que grâce à la mobilisation de mes concitoyens et celle de l'opinion internationale. C'est le message que je souhaiterais faire passer ce soir. Alors, ceci pour l'aspect algérien, mais il ne faudrait pas non plus que du côté français, la situation complique le sort de Boualem Sansal. Je me rends compte, ça fait quelques années maintenant que je suis en France, je suis en train de rédiger mes mémoires. C'est pour ça que je suis ici, l'exil, ce n'est pas pour moi. Eh bien, je me rends compte que l'Algérie est un impensé en France. C'est terrible à dire, mais on en parle de manière conjoncturelle, et comme tous les sujets abordés de manière réactionnelle ou de manière compulsive, on est dans l'expression superficielle ou caricaturale. J'observe que mon pays est l'objet de perceptions souvent inexactes et quelquefois loin des réalités en tout état de cause. Quand je regarde ce qui se dit à droite, là tout à l'heure Arnaud a dit attention, ne confondons pas peuple algérien et régime algérien. Je n'entends pas beaucoup de dirigeants français faire le distinguo. J'ai encore vu récemment l'Algérie nous humilie, les Algériens ceci, les Algériens cela. Il y a 15 jours de cela, je peux vous le montrer, je l'ai sur mon téléphone. Un élu, vice-président d'une grande ville de l'Est français, m'a montré une petite affiche placardée dans un abribus. Il est né en France, hein. Il est algérien. Il m'a dit, l'Algérie nous humilie. Il m'a dit, ça nous expose à toute forme de vindicte, en globalisant comme ça tout le monde, en jetant tout le monde en pâture, et
même les gens qui peuvent être contre le régime se sont quelquefois acculés à se placer à côté du régime. Donc, je voudrais simplement dire que, à gauche comme à droite, il faut peut-être essayer de faire la part des choses et comprendre l'Algérie comme un pays qui a le droit à être entendu en tant que tel et dont le régime doit être distingué de son peuple. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Et vous avez raison de le rappeler, c'est très important. Il faut continuer, il faut faire attention à faire la distinction entre le régime algérien, le peuple algérien et l'Algérie. Merci beaucoup, merci à tous les quatre. On va donner la parole à la salle, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de questions. On va d'abord retrouver M. Aynouch qui peut nous retrouver sur scène. D'ailleurs, son dernier dessin a fait beaucoup sourire. On va donner la parole à la salle. Il y a beaucoup de questions. Allez-y, madame. Ah, je me lève, oui. Soyez bref, s'il vous plaît. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions et on n'a pas beaucoup de temps, mais on va essayer de faire le mieux possible. Je voudrais savoir, y a-t-il vraiment une action politique pour libérer Boualem Sansal? Je me demande si cette action politique n'est pas entravée par la peur des Algériens de France, des banlieues. Alors, quand vous parlez de jacobinisme, monsieur, je comprends ce que vous dites, mais est-ce que Tebboune, le président Tebboune, n'est pas le Robespierre de l'Algérie? Donc, quelle est votre réponse par rapport à tout ça? Monsieur Driancourt, vous voulez répondre? Je ne sais pas s'il y a une action menée au niveau gouvernemental, politique, vis-à-vis de l'Algérie et vis-à-vis de Tebboune. J'ai l'impression que les canaux ont été coupés, les ponts ont été coupés entre le président de la République et son homologue algérien. On ne se parle plus beaucoup, uniquement par l'intermédiaire de communiqués de presse de l'agence APS, Algérie Presse Service, qui injurie quotidiennement, encore aujourd'hui, du reste, les initiatives françaises, et notamment et en particulier le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Et donc voilà, on est dans une situation de blocage parce que, encore une fois, à cause, je le disais tout à l'heure, de notre naïveté vis-à-vis de l'Algérie de Tebboune. Nous avons cru que l'Algérie était une sorte de démocratie un peu autoritaire, mais que Tebboune était élu au suffrage universel pour 5 ans, comme Macron en France, qu'il y a 2 chambres en Algérie, une assemblée populaire nationale, un Sénat, et que tout ça, c'est une démocratie un peu autoritaire, une démocrature, alors qu'on oublie que c'est un régime policier, militaire, depuis 2019. Et on s'est laissé embarquer là-dedans. Merci beaucoup. Noël Lenoir, vous vouliez ajouter un mot? Oui, juste un mot. Je trouve que c'est une excellente question. Il y a en France un problème général et un problème particulier que vous avez souligné. Il y a chez les dirigeants français, moi naïvement j'ai découvert ça quand j'étais au gouvernement, une peur du peuple. Et quand on parle du peuple, il y a une peur des banlieues. Et ça, je l'ai vécu et je n'imaginais pas que ça avait cette intensité. Il y a certainement aussi, puisque Naël était d'origine algérienne, etc., il y a aussi une peur de nouvelles émeutes. Ça, je pense que ça joue énormément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que l'Élysée détient les clés de la politique étrangère française. On n'est plus sous le général de Gaulle, mais la concentration du pouvoir est peut-être encore plus importante. Et il est vrai que dans cette négociation, je rejoins un petit peu Xavier, il y a eu au début un effort pour discuter d'un point de vue, je dirais, technocratique. J'ai connu une autre époque où, quand on voulait obtenir la libération de ce que j'appelle quand même un otage, on choisissait des canaux un peu différents, qui n'étaient pas forcément les canaux officiels du Quai d'Orsay et des diplomates.
qui étaient des gens qui avaient d'autres arguments. Et là, c'est un temps qui est révolu, malheureusement pour notre ami. Ce que je crois en tout cas, et Xavier l'a évoqué, c'est qu'il n'est pas admissible qu'au sein du gouvernement, il y ait des dissensions dans la stratégie qui doit être suivie. Puisque vous avez d'un côté les diplomates qui veulent faire de la diplomatie. Mais, comme ça a été dit à l'instant, on n'est pas dans la diplomatie. On est dans autre chose. On est dans deux pays qui s'affrontent, un qui veut affronter l'autre et l'autre qui ne veut pas. Et donc, on fait du surplace. Vous avez le ministre de l'Intérieur, et ça, je suis très heureuse que Saïd Saadi ait indiqué que la méthode qui consiste à attendre les bras croisés que ça se passe bien ne fonctionne pas. Et il faut vraiment appuyer le ministre de l'Intérieur, qui est notre allié dans cette affaire, et sans lequel on ne serait arrivé à rien. Alors, il y a quand même eu, et j'en finis là, une petite évolution récente, puisque, comme ça a été dit à l'instant, les ponts étaient totalement coupés, puisqu'on nous a dit que le président Tebboune ne prenait même pas au téléphone le président de la République française. Vous voyez un tout petit peu le type de relation que pour nous, qui sommes quand même humiliés en tant que nation, humiliés en tant que pays souverain. Les ponts, semble-t-il, sont de nouveau jetés dans des conditions que nous ignorons. Mais il y a quand même la symbolique des mots. Vous lisez dans la presse algérienne, d'une part, qu'ils agonisent évidemment M. Retailleau et accessoirement M. Bayrou et accessoirement notre ami Xavier, bon, parce que c'est utile pour, entre guillemets, le bon peuple, mais néanmoins, on parle beaucoup d'apaisement, d'une façon totalement hypocrite, parce que nous considérons que les réquisitions du parquet pour condamner en 20 minutes, sans avocat, sans expertise médicale sur son état de santé, qui est un droit le plus élémentaire dans le cadre d'une procédure pénale, sans lui demander s'il voulait que l'on convoque des témoins en sa faveur, et sans accès de Boualem Sansal à son dossier, dont les charges sont totalement différentes de celles qui avaient été invoquées avant, eh bien, cette violation de la procédure pénale, qui est flagrante, même si la presse algérienne dit le contraire, est assortie de propos, de mots comme apaisement, apaisement, homme âgé, homme malade. Donc nous considérons, et ça il faut vraiment saluer les membres du comité de soutien, que l'action du comité de soutien relayée par le président du Sénat et relayée par le ministre de l'Intérieur a au moins sensibilisé le gouvernement algérien qui peut-être s'aperçoit que sa décision d'embastiller Boualem Sansal n'est peut-être pas formidablement astucieuse. Voilà. Donc moi je retiens surtout de votre propos que ce qu'on a fait n'est pas totalement inutile, parce qu'en termes d'émotion, de temps et d'énergie, ça prend beaucoup sur chacun. Je voudrais juste répondre à un monsieur qui a repris le fait que j'ai parlé de jacobinisme. Il n'y avait pas de jugement de valeur dans ma part. Je n'ai pas dit que c'était forcément négatif ou positif. Ce que j'ai dit, que c'était une version sous-développée du jacobinisme français, matinée d'islamisme et de léninisme. Et là, vous ne pouvez plus avoir une discussion cohérente. Vous avez la dimension centrale du pouvoir. Il n'y a absolument aucune possibilité d'avoir un débat, un échange, même une écoute de la part des administrés. Évidemment, lorsque il n'y a plus, il n'y a que la fermeture, tout est possible. Là, je vais vous dire ce qui va se passer. Demain, vous me verrez que le fait d'avoir été vu à côté de Xavier Drioncourt, je serai Lucifer, le traître de la nation, celui qui a ruiné l'Algérie alors que j'ai consacré ma vie à son développement. Moi, je veux bien qu'on présente... Xavier Drioncourt. La mode, c'est l'extrême droite. Hein. Voilà. Je veux bien qu'on présente Xavier Drioncourt comme étant Lucifer. Il a été 2 fois ambassadeur à Alger. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on lui a donné c'est l'état de créance. Son livre sur l'Algérie a été édité et publié, vendu en Algérie. Et puis, du jour au lendemain, parce que l'humeur d'un dirigeant décide que la nation doit se caler sur ses aigreurs, tout change, les statuts des gens, la perception, le point de vue que l'on doit en avoir. J'ai mal que mon pays soit à ce point et à ce niveau de responsabilité aussi instable et aussi imprévisible. Voilà. Merci beaucoup.
On va prendre d'autres questions dans la salle. Bonjour. Voilà, je voulais, face à ce... Oui, vous m'entendez ? Bonjour. Face à ce dossier qui est avant tout politique, on le voit bien, on voit que c'est important la mobilisation à l'international et puis la mobilisation du public, mais c'est aussi l'importance des réseaux. Donc je voulais savoir si vous, en tant que comité de soutien, vos réseaux vous permettent, dans l'état actuel des choses, d'avoir un contact avec les autorités algériennes. Et ensuite, face à la situation actuelle de blocage entre la France et l'Algérie, est-ce que l'éventualité d'un pays tiers peut apparaître une solution, un pays tiers émissaire, est-ce que ça peut être une solution ? Voilà pour ma première question. Et la deuxième question, peut-être un peu plus large, mais je trouve que ça peut être intéressant. Face à cette dictature, face à la dictature en Algérie, qui s'attaque aux intellectuels, aux artistes, quels sont les moyens, justement, pour ces artistes de contourner la censure ? Arnaud, tu veux répondre ? Oui, je vais répondre en partie et peut-être que Xavier pourra compléter, mais rapidement, donc, il est évident que nous n'avons pas de contact avec les autorités algériennes. Nous avons des contacts avec des Algériens qui sont sur place et vous comprendrez bien que, compte tenu de la situation algérienne, nous gardons évidemment la plus grande confidentialité sur cet aspect du dossier. Après, oui, l'internationalisation est absolument essentielle et chercher, si vous voulez, toutes les voies possibles pour faire libérer le plus rapidement notre ami. Évidemment, il y a la voie française qui consiste aujourd'hui, quelque part, à faire preuve de fermeté. Et manifestement, il y a quand même eu une évolution du côté du gouvernement français depuis quelques semaines, grâce, et Noël Lenoir l'a dit, grâce à l'action du ministre de l'Intérieur. Mais il faut en parallèle réfléchir aux voies tierces. Et parmi les voies tierces, il y a un certain nombre de pays, notamment de pays européens, dont on sait qu'ils ont de meilleures relations avec l'Algérie que la France. Donc, on a bien évidemment actionné aussi ces voies-là. Là aussi, vous me permettrez quand même de garder une certaine, je veux dire, discrétion sur ce qu'on essaye de faire, mais tout doit être en effet utilisé pour arriver le plus rapidement possible à faire en sorte de permettre à Boualem Sansal de sortir du cachot dans lequel l'ont jeté les autorités algériennes. Peut-être que Xavier veut compléter de son côté. Comment contourner la censure ? Alors comment contourner la censure, ça je pense que notre ami caricaturiste, Gilles, est plus à même d'y répondre. Ouais, je pense que pour contourner la censure en Algérie, la majorité des dessinateurs, malheureusement, ils pensent à quitter. Celui qui reste actuellement en Algérie ne peut pas critiquer le régime, ne serait-ce que petite remarque, il peut se retrouver en prison. Maintenant, on a 50 minutes d'ici, la Corée du Nord. Autrefois, je me rappelle à l'époque de Bouteflika, je faisais des dessins sur lui, je n'ai jamais été convoqué en justice. À l'époque, c'était un état policier, il y avait eu des problèmes, etc. Mais on se disait que si ça continue ainsi, nous allons devenir comme la Corée du Nord. Et maintenant, c'est en Corée du Nord qu'ils se disent, si ça continue ainsi, nous allons devenir comme l'Algérie. Et pour contourner la censure, je pense que ce genre de débat, et aussi les réseaux sociaux, les médias, parce que le régime, avec sa puissance surtout financière, avec le pétrole, l'argent surtout qui coule à flot de la caisse noire en espèces, qu'il arrive à payer même certains politiciens, récupérer des journalistes, etc. Donc avec les médias, ce qu'il voulait faire, c'est d'instaurer une pensée unique. Avant, nous avons un parti unique, puis nous avons plusieurs partis avec le RCD de Dr Saïd Saadi, après les événements de 5 octobre 1988, où il y a eu 600 morts. Et aujourd'hui, voilà, il voulait religion unique, qui est l'islam, langue unique, qui est l'arabe, et pensée unique, c'est celle, même pour la pensée unique, beaucoup de journalistes ne peuvent pas donner leur avis. Ils attendent d'abord la propagande du régime. Il faut que
c'est-à-dire, il faut qu'on soit d'accord avec le régime. Et l'avis, pour les avis du régime, c'est comme la météo, ça dépend, il faut attendre. Il faut voir, aujourd'hui il est contre l'Espagne, demain il est avec l'Espagne. Voilà, pour moi, pour contourner, c'est surtout les réseaux sociaux et les médias, et surtout toucher à l'international pour mettre la pression. Bravo. Une autre question dans la salle? Oui, oui. À ma connaissance, c'est le suffrage universel direct qui est en Algérie, non? Donc le régime actuel a été élu par le peuple algérien. Je pose la question à M. Sadi. Bon, j'imagine que la question s'adresse à moi. Le suffrage universel direct est formellement consacré par la Constitution. Dire pour autant que le peuple algérien a élu, c'est faire un raccourci. Rappelez peut-être le taux d'abstention. Il faudra être audacieux. En décembre 2019, il y a eu 7% de taux de participation. Voilà. 7% de taux de participation. J'ai le tome 4 de mes mémoires ici. Je peux pas vous dire. Pour quelle raison 7%? La fraude électorale. J'ai été candidat à la présidentielle en Algérie. Par exemple, nous avons exigé qu'il y ait un droit de regard sur le fichier national électoral. Personne, ni l'Union européenne, ni les observateurs étrangers n'ont pu y accéder. Par ailleurs, bourrez les urnes, vous arrivez à 8 h du matin, vous pouvez trouver des urnes qui sont complètement pleines. De ce côté-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la police politique, qui est le cœur battant du régime en Algérie, a été formée par le KGB. J'allais dire, on a été à bonne école. Donc, il y a un vote en Algérie, mais les élections libres, c'est tout à fait autre chose. Alors, le régime actuel, vous dites que c'est le plus terrible. Pendant la décennie noire de 92, vous ne pensez pas que c'était pire? Parce que j'ai eu, pour vous dire, par exemple, un médecin qui était le médecin responsable du département d'Oran. Moi-même, je suis d'Alger, et qui était marié avec une journaliste française. On l'a menacé de mort. Il est venu chez moi à Paris pour pouvoir travailler, pour pouvoir survivre. Donc je connais, mais je pense que cette période est bien pire que celle-là. Ça ne veut pas dire que celle-ci n'est pas terrible. Alors, comme il s'agit d'Algérie, je vais quand même répondre. Les années 90, la décennie 90 qu'on appelle en Algérie la décennie noire est effectivement terrible, en ce sens où il y a eu les massacres collectifs commis par les islamistes, à quoi s'ajoutait effectivement la répression des services de sécurité où il y a eu bien des abus. Mais nous étions en guerre civile. Nous ne sommes plus actuellement, formellement, dans une situation de guerre civile. Le régime même revendique la stabilité, même la prospérité, qu'il serait le seul à avoir enregistré. Et on ne voit pas pourquoi, dans une situation où aucune insurrection armée n'existe, il y a quand même encore quelques petits attentats terroristes, mais vraiment c'est tout à fait résiduel. Pourquoi est-ce que dans une situation de calme aussi chronique, on embastille des jeunes parce qu'il a mis, l'un a mis vraiment un clic, un like sur un message, l'autre a peut-être écrit, peut-être certainement écrit un propos dérisoire sur le chef de l'État ou un responsable. Je veux dire, moi je n'ai pas connu cela en période de non-insurrection armée, autant de violence, autant de répression. Merci beaucoup. Il y a une autre question dans la salle? Oui, monsieur? Oui. Bonsoir, c'est une question pour monsieur Sadi. Comment expliquer que les islamistes soient aussi influents actuellement en Algérie, alors que dans les années 90, au début des années 90, on a empêché le FIS, le Front islamique du salut, d'arriver, je dirais,
démocratiquement, entre guillemets, au pouvoir, et c'est l'armée qui s'en est chargée. Comment se fait-il que maintenant, 30, 35 ans après, les frères musulmans, les islamistes aient autant de pouvoir, en quelque sorte, même si c'est un pouvoir caché? Alors, il y a deux questions dans votre intervention. Un, pourquoi est-ce que les islamistes ont autant de poids et pourquoi ils sont au pouvoir actuellement? Pourquoi est-ce qu'ils ont autant de poids dans la société? Moi, je vous dirais, c'est un miracle qu'il y ait encore quelques Algériens qui pensent de manière à peu près rationnelle en Algérie. Mes 4 enfants ont fait leurs études primaires et secondaires en Algérie. Lorsque vous voyez les programmes scolaires de l'école publique, je ne parle pas de l'école coranique, ce qu'on apprend aux Algériens, c'est la xénophobie, c'est l'intolérance, c'est le sectarisme. Ce jeune, c'est un miraculé. Qu'il soit sorti avec les neurones à peu près connectés normalement, après 12 ans ou 15 ans d'école publique algérienne, ça relève quand même d'un exploit. Bon, il y a des familles qui essaient de protéger leurs enfants, mais quand vous livrez l'école, vous livrez la justice, vous livrez la télévision, sachant qu'il n'y en a qu'une, il n'y en avait qu'une pendant très longtemps. Il y a d'autres chaînes, mais c'est compliqué d'expliquer pourquoi. Et que tout ce qui régente la cité est livré à la doxa islamiste, il y a des chances qu'au bout de 10, 15, 20, 30 ans, ça finisse par imprégner quelques cervelles. Ceci d'une part. Alors, pourquoi est-ce que le fils n'a pas pris le pouvoir en 1990, bien qu'ayant gagné les élections? Je suis le premier à le reconnaître. Moi-même, j'ai dit, au soir du premier tour des élections, qu'il fallait aller au second tour, à la radio nationale algérienne. Mais 3 jours plus tard, je vois une annonce des islamistes qui disent 1. À partir de maintenant, dissolution de l'Assemblée nationale. 2. Dissolution de tous les partis politiques de gauche. 3. Application immédiate de la charia, etc. etc. Bon, j'ai dit, ce serait vraiment se rendre complice d'assassinat d'un peuple que de laisser s'accomplir ce deuxième. Ils ont eu au moins l'honnêteté, si je puis dire, de nous avoir avertis. Ceci d'une part. À l'époque, l'état-major de l'armée, qui n'était pas composé que d'enfants de cœur, mais était aussi composé d'un certain nombre d'officiers qui, je le dire, avaient un tant soit peu le sens de l'État. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même l'institution militaire algérienne est mitée par l'islamisme au jour d'aujourd'hui. Et le groupe au pouvoir a fait le choix de déléguer tout ce qui est sociétal aux islamistes, en gros, pour faire court, en gardant la rente. Mais aujourd'hui, le Parlement algérien est un Parlement islamiste. Même si les partis islamistes ne sont pas numériquement majoritaires, ce sont eux qui donnent le là. Lorsqu'ils ont désigné Boualem Sansal à la vindicte du pouvoir, aucun autre député n'a osé dire non. Le FLN et les autres partis sont un peu derrière le mouvement islamiste. Alors encore une fois, la présidente de la République explique, d'abord, pour eux, le modèle, l'idéal de la cité algérienne, ce serait de ressembler à la Turquie. Ça, je cite, c'est un aveu dit, formulé explicitement. Deuxièmement, on vous dit que pour ces islamistes-là, c'est-à-dire les islamistes appartenant au courant frères musulmans, ne commettent pas de violence. Il n'y a pas de raison, vous leur avez donné le pouvoir. Bon, le fils a pris le maquis pour prendre le pouvoir. À partir du moment où vous leur offrez l'État algérien, ils seraient quand même fous de faire de la violence contre eux-mêmes, quoi. Donc on en est un peu là. Alors un mot sur cette question de langue française, ça me tenait à cœur de le dire. J'ai entendu beaucoup de gens dire le régime algérien est contre l'influence de la France en Algérie, etc. etc. S'ils faisaient que ça, à la limite, qui défendent les intérêts des Algériens, moi, ça me conviendrait. Ce n'est pas ça qui me pose problème. C'est que la langue française, moi, je ne la défends pas parce que c'est votre langue. Je considère qu'elle est consubstantielle à mon identité propre, moi aussi. Je la revendique en tant qu'élément constituant de ma personnalité. Alors on nous a expliqué que cette langue est arrivée avec le sabre et le goupillon, etc. etc. Ce n'est pas faux.
J'ai été enfant dans la colonisation, ce n'était pas agréable à vivre, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand vous dites, OK, si c'est vraiment à travers ce prisme-là que vous décidez de la légitimité d'une langue, ben, on ne peut pas dire que la langue arabe soit arrivée avec des loukoums non plus quand les Arabes sont arrivés. Donc, mais vous ne pouvez pas discuter. Vous pouvez pas discuter. La question de l'histoire est centrale en Algérie. Alors, on a segmenté, je reviens à la question des islamistes, on a segmenté l'histoire de l'Algérie, on a coupé l'Antiquité, on a coupé l'histoire contemporaine pour ne garder que la séquence arabo-islamique. Alors, quand on vous dit de la violence coloniale, qui est une horreur, qui est une réalité, je l'ai vécu enfant, etc., vous dites, bon, on ne peut pas dire que la régence turque soit une colonie de vacances pour les Algériens. Le statut d'indigène qui était assigné aux autochtones, il n'était pas meilleur que celui, pas loin de celui de l'indigénat de la colonisation. Les Algériens n'avaient pas le droit d'être soldats, d'avoir une fonction importante sous la régence turque. Eh bien, on vous dit non, il ne faut pas en parler. Il ne faut pas en parler parce que c'est des musulmans. Ben, ce n'est pas parce qu'on est musulman qu'on est obligé de s'embrasser sur la bouche en permanence, quoi. Je veux dire, il y a suffisamment d'exemples où des pays musulmans sont hors d'échelle pour être un peu plus vigilants quand même. Pourquoi est-ce que le courant islamiste a décidé d'imposer l'éradication de la langue française en Algérie? Il y a les aigreurs contre la France, etc., ça joue. Mais j'allais dire, ça joue à la marge. C'est des stratèges. Tout ce qui est littérature algérienne, et Boualem Sansal en est élément emblématique. Tout ce qui est point de vue critique, tout ce qui est lutte émancipatrice dans l'histoire algérienne a été produit à travers la langue française. Or, les frères musulmans n'ont jamais été associés au mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Eux qui se posent aujourd'hui comme les tuteurs de la nation étaient contre l'indépendance de l'Algérie. Donc, effacer, néantiser, éliminer tout ce qui rappelle la réalité du combat du peuple algérien est un préalable pour justifier une autre idée de la nation, et pour le coup, il y a un vrai remplacement doctrinal sur le pays algérien. Donc, éliminer la langue française en Algérie, c'est une manière d'exprimer un ressentiment contre la France. C'est vrai, mais c'est aussi une manière d'aliéner le peuple algérien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Dernière question, j'en vois deux. Stéphane Rosès. Et le monsieur derrière. Je voudrais prolonger une remarque et également, évidemment, interpeller les intervenants. Je crois que pour comprendre l'attitude du président de la République à l'égard de Boualem Sansal, il faut partir de ce que l'on a compris de sa conception de la République, qui, à mon avis, est dévoyée et ne correspond pas par ailleurs à la réalité de la France. La marche contre l'antisémitisme était soutenue par 80% des Français. Le président a dit qu'il n'y était pas allé parce qu'il était garant de l'équilibre entre les différentes parties de la France. Ce n'est pas une conception républicaine, c'est une conception communautariste. Et non seulement il y a un problème de principe, puisque la France ne reconnaît pas de minorité, mais seulement des citoyens libres et égaux en droit, mais en plus c'est faux. Si le président avait été à cette marche, si le président soutenait Boualem Sansal, contrairement à ce qu'il pense, il ne se passerait absolument rien dans les banlieues parce que ce serait justifié au nom des principes de la République et de la défense
des droits de l'homme. Merci beaucoup Stéphane. On va prendre une dernière question vraiment rapidement parce qu'on doit rendre la salle. Essayez d'être bref, s'il vous plaît. Oui. Alors, tout d'abord, par rapport au Parti socialiste, comment expliquez-vous son silence alors que c'est un parti qui s'est souvent montré comme un parti humaniste. Donc, comment expliquez-vous un tel silence de la part de ce parti? Et l'autre question, parce que ça me paraît complètement incompréhensible, je ne comprends pas pourquoi la France s'est positionnée sur le Sahara occidental alors que c'est un dossier qui ne la concerne pas. Je laisserai un diplomate répondre peut-être à la deuxième question. Sur la première question, écoutez, je crois qu'il faut demander aux responsables du Parti socialiste pourquoi ils sont aujourd'hui aussi tièdes, voire aussi peu engagés dans la lutte pour la libération de Boualem Sansal. Alors, il y a quand même, pour être tout à fait honnête, un certain nombre de parlementaires socialistes. On a dit quand même qu'il y avait un ancien président de la République socialiste qui était membre du comité de soutien, François Hollande. On a un certain nombre de parlementaires socialistes qui, eux, ont accepté d'être membres du comité de soutien. Mais il est clair que quand on regarde les votes, notamment à l'occasion de la discussion devant la Commission des Affaires étrangères de la proposition de résolution, le Parti socialiste, malheureusement, s'est abstenu et on peut le regretter. C'est tout. Ensuite, je pense que Boualem Sansal a, disons, quelque part, mis le doigt là où ça fait mal sur un certain nombre de sujets, et ça fait mal à la gauche d'entendre des choses et certaines vérités qu'elle ne veut pas entendre. On peut le regretter. À un moment donné, quand on est démocrate, il faut aussi accepter de regarder la vérité en face. Je voudrais peut-être juste ajouter sur le Parti socialiste une réponse très brève, puisque j'ai appartenu à ce parti, mais nul n'est parfait. Je pense qu'il faut regarder 2026. Ça s'appelle les élections municipales. Et ça s'appelle le vote, moi je dis ethnique, bien que le Maghreb, ce ne soit pas une ethnie en tant que telle, mais je pense que c'est ça. Ce sont les gisements de vote chez les jeunes des banlieues. C'est uniquement ça. C'est vendre son âme par électoralisme. Sur le Sahara occidental, je pense simplement que le président de la République a dû constater que le pari algérien qu'il avait fait pendant 7 ans, embrasser, caresser, admirer la clairvoyance du président Tebboune, s'était transformé en piège et qu'il n'avait eu aucun retour des Algériens. Et donc, il s'est retourné vers le Maroc, avec lequel nous étions brouillés. Et donc, ça a été un peu le prix de la réconciliation avec le Maroc. Et je rappelle que pendant tous les 2 quinquennats de Jacques Chirac, puis après de Nicolas Sarkozy, et même de François Hollande, nous avions toujours maintenu un équilibre entre l'Algérie et le Maroc en renvoyant la question du Sahara occidental à l'ONU. Juste un mot sur cette question des relations algéro-françaises. Je pense qu'il faut s'habituer, ça ne va peut-être pas nous tuer, mais c'est comme un rhumatisme. Hein. Ça ne disparaîtra pas tant que la nature du système politique algérien est fondée sur l'arbitraire. Vous savez, c'est très simple, c'est très basique. Lorsque vous avez quelqu'un qui bat sa femme ou qui violente ses enfants, la dernière chose qu'il souhaiterait, c'est qu'on vienne regarder ce qui se passe chez lui. Donc il va vous orienter chez le chien du voisin, il va vous démontrer l'autre alcoolique dans la rue, mais il ne faut surtout pas qu'on regarde. Si jamais il y a ces polémiques récurrentes avec la France, il faudra quand même qu'il y ait un bilan qui soit assumé. Voilà. J'en profite simplement pour lancer un appel à partir d'ici à mes compatriotes algériens. Je ne parle pas des islamistes qui ont fait leur choix, je ne parle pas des soutiens influenceurs du régime algérien, ça ils ont fait leur choix. Je parle simplement des Algériens que je connais qui s'ouvrent à moi et qui sont fondamentalement scandalisés parce qu'ils arrivent à Boualem Sansal et qu'il serait bien qu'ils s'expriment un peu et qu'ils assument aussi leur position publiquement. Merci beaucoup, Monsieur Saïdi.
Merci aux 4 intervenants qui ont été là ce soir. Merci à vous, le public. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les actions du comité de soutien à Boualem-Sansal. Ils organisent d'ailleurs une marche le 25 mars prochain. Suivez-les sur les réseaux sociaux. On peut voir tout ce qu'ils font. Je vous rappelle que plus il y aura de voix pour appeler à la libération de Boualem-Sansal, et plus il y aura des chances qu'elles soient entendues. Merci à tous. Merci.